Paul Rivière est un vétéran de la police, en poste depuis plus de 15 ans dans le commissariat central d'une grande ville française. Grand, large d'épaules, cheveux grisonnants taillés courts, il aime à dire qu'il connaît la rue mieux que ses propres poches. Pour ses collègues les plus jeunes, c'est un dinosaure, une figure d'autorité à la fois craint et moqué en silence. Pour lui-même, il est un homme de principe, un pilier de l'ordre. Mais sous cette façade de rigueur, il traîne un lourd bagage, remarques sournoises, contrôles abusifs, soupçons d'abus de pouvoir étouffés par le silence complice du système. Il ne se dit pas raciste, juste lucide. Il parle souvent de bon sens, de respect des valeurs, de l'époque où on pouvait encore faire son boulot sans qu'on nous traite de fascistes. Mais ses coéquipiers savent, les contrôles les plus rudes, les fouilles les plus ailées, tombent presque toujours sur les mêmes types de profils. Et derrière ces blagues sur « les quartiers », il y a un mépris à peine dissimulé. Ce matin-là, le ciel est clair, l'air vif. Le quartier est calme, presque figé dans une sorte de silence tendu que Paul apprécie. Il est de service devant le commissariat, posté comme une sentinelle. Il fume sa cigarette lentement, les mains dans les poches, regard balayant les passants comme un radar en veille. Pour lui, chaque visage inconnu, chaque attitude un peu trop assurée, est une alerte. Il ne cherche pas les problèmes, il les devine, les attend, parfois même les provoque. Soudain, un SUV noir, rutilant, freine doucement devant le bâtiment. La carrosserie reflète les vitrines de la rue, et les jantes brillent comme neuves. Le véhicule détonne dans ce décor de briques sales et de mobilier urbain abîmé. Paul plisse les yeux, tire une dernière bouffée, puis jette sa cigarette au sol sans la moindre gêne. La portière s'ouvre. Un homme en descend. Noir. Grand. Elegant. Costume bleu nuit parfaitement ajusté, chemise blanche impeccable, cravate sobre, chaussures en cuir brillant. Il a une allure calme, posée, presque silencieuse. Il ferme la portière avec soin, regarde autour de lui sans précipitation, puis s'appuie légèrement contre le véhicule en consultant sa montre. Paul se crispe immédiatement. Il n'aime pas ce genre d'entrée. Trop sûr de soi, trop visible, trop déplacé, pense-t-il. Un homme noir, seul, dans une voiture de luxe, en train d'attendre devant son commissariat? Ça ne passe pas. Encore un qui croit que sa bagnole et son costume lui donnent tous les droits. Marmonne-t-il entre ses dents. Il s'avance. Pas de bonjour, pas de sourire. Juste la posture dominante du policier, habitué à être obéi sans discussion. Il s'arrête à moins d'1 mètre de l'homme, bras croisés, ton sec. Vous attendez qui, là? C'est votre voiture. L'homme lève lentement les yeux vers lui. Son regard est calme, presque inoffensif. Sa voix, posée, ne tremble pas. Oui. Et vous? Il n'y a pas d'insolence dans le ton. Juste une question retournée, comme un miroir. Mais Paul l'interprète autrement. Il sent son autorité bousculée, son ego piqué. Vos papiers. L'homme les sort sans protester. Carte d'identité, permis. Il tend les documents, mais Paul ne prend même pas la peine de les lire. Il les garde en main, les yeux fixés sur lui, scrutant chaque détail comme s'il cherchait une faille, un indice, une excuse pour passer à l'étape suivante. On ne traîne pas ici pour prendre l'air, monsieur. On n'est pas à Barbès. Le nom du quartier, prononcé avec un mépris latent, claque dans l'air comme une insulte codée. L'homme reste immobile. Pas une expression ne bouge sur son visage. Son silence est total. Et c'est ce silence, ce refus de se justifier, de se soumettre, qui déclenche la vraie colère de Paul. Ce calme lui renvoie trop de choses. Son pouvoir remis en question, sa propre insignifiance face à un homme qu'il n'arrive pas à intimider. Il sent l'humiliation sourde, invisible, mais bien présente. Alors, dans un geste de pure provocation, Paul crache au sol. Mais pas n'importe où. Il vise, sans même s'en rendre compte, le pied de l'homme. Le crachat éclabousse légèrement le cuir noir brillant de ses mocassins. Un crachat comme un signal. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas à ta place. Faites attention où vous traînez vos mocassins de luxe. Le silence qui suit est épais, étouffant. L'homme ne bouge pas. Il ne s'essuie pas. Il ne recule pas. Il le regarde, simplement. Un regard droit, dur mais calme. Un regard qui contient tout, la douleur, le mépris, la patience, la colère contenue.
Un regard d'homme habitué à affronter ce genre de mépris et à y survivre. Paul, lui, sent un frisson dans la nuque. Il ne le sait pas encore, mais quelque chose vient de basculer. Quelques minutes après l'incident, la scène semblait figée dans le temps. Paul Rivière, encore sous le choc de sa propre arrogance, observait d'un air morne la silhouette de l'homme qui l'avait humilié. Le calme de ce dernier le dérangeait, l'exaspérait. Il avait cru voir un signe de soumission, un geste de faiblesse. Mais le regard d'Ibrahim Doumbia, ce regard implacable, restait gravé dans son esprit comme un miroir dans lequel il n'osait se refléter. Soudain, un bruit de moteur brisait le silence. Une voiture de service, noire et austère, dérapa légèrement sur le pavé avant de s'arrêter en trombe devant le commissariat. 2 agents en sortirent rapidement. Leur démarche précipitée et leur visage tendu trahissaient une certaine nervosité, quelque chose qui ne correspondait pas à l'image qu'un agent de la police métropolitaine devait renvoyer. Ils se dirigèrent vers Ibrahim Doumbia avec une agilité qui semblait presque forcée, leur salutation pressée, comme si chaque mot devait être prononcé plus rapidement que le précédent. « Monsieur Doumbia, désolé pour le retard. Le maire et le préfet sont déjà dans la salle de presse. Tout est prêt. » La voix des agents, habituellement si assurée, semblait maintenant hésitante. Paul sentit une étrange sensation dans son ventre, un mélange de confusion et de malaise. Il se redressa légèrement, les sourcils froncés, l'air perplexe. « Doumbia. » Le nom, prononcé dans son esprit comme une cloche résonnante, réveilla en lui un froid glacé. Ses yeux descendirent machinalement sur la carte d'identité qu'il tenait toujours dans sa main, comme si un voile invisible l'en empêchait de lâcher prise. Ibrahim Doumbia. Le nom résonna encore dans son esprit, et les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter lentement, mais trop tard. Il n'avait pas fait le lien. Pas avant cet instant précis. L'homme qu'il avait traité comme un inconnu, un « client de luxe », qu'il avait pris plaisir à rabaisser, n'était autre que le nouveau chef de la police métropolitaine. Ibrahim Doumbia. Celui qu'on avait choisi, par décret spécial, pour réformer l'institution. Celui qui allait faire bouger les lignes. Celui qui venait d'être nommé pour remettre de l'ordre là où Paul, justement, avait fait régner son propre pouvoir. Le visage de Paul pâlit sous le poids de la révélation. Il aurait voulu se cacher, se fondre dans les murs du commissariat, mais il n'en avait ni le temps, ni la possibilité. Ses yeux se levèrent vers Doumbia, mais il était déjà trop tard pour se rattraper. Doumbia, avec son calme olympien, tourna lentement la tête vers lui, son regard d'une précision glacée se plantant dans celui de Paul. Il se tenait droit, sans un signe de colère, mais une froideur sans égale qui faisait trembler l'air autour de lui. « Officier Rivière, je vous invite à me suivre. J'aime connaître mes équipes. » Les mots de Doumbia étaient dépourvus de toute hostilité, mais la force qu'ils dégageaient était incontestable. Paul, incapable de dire quoi que ce soit, se contenta de hocher la tête, son visage désormais marqué par un mélange de honte et de confusion. Ils traversèrent le commissariat dans un silence lourd. Chaque pas de Paul semblait plus lourd que le précédent. Chaque seconde qu'il passait en présence de Doumbia ne faisait qu'ajouter à l'étau de l'inconfort qui se resserrait autour de lui. Dans le bureau de Doumbia, l'ambiance était presque oppressante. L'endroit était moderne, épuré, sans fioritures, à l'image de l'homme qui occupait ce poste. Doumbia ôta sa veste avec une aisance déconcertante, son regard restant fixé sur Paul, sans jamais se détourner. Le bruit de la veste tombant doucement sur le dossier de la chaise sembla amplifier l'atmosphère tendue. Doumbia s'assit, puis ouvrit un dossier posé sur le bureau, comme s'il prenait son temps. Paul, de son côté, resta debout, la gorge sèche, incapable de réagir à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Doumbia tourna lentement les pages, son regard toujours concentré sur les documents, avant de le poser sur Paul. « Vous m'avez jugé au premier regard, sans rien savoir de moi. » Sa voix était calme, mais tranchante. « C'est exactement ce que je suis ici pour changer. » Paul chercha à s'expliquer, à justifier son comportement. Il parla de stress, de la pression de la rue, du « protocole » qui l'avait poussé à agir ainsi. Mais il s'arrêta net lorsque Doumbia leva la main, une geste simple, mais autoritaire. « Je ne suis pas ici pour vous humilier, malgré ce que vous m'avez infligé. Je suis ici pour nettoyer une culture de mépris qui ronge cette institution de l'intérieur. » Les mots frappèrent Paul comme une gifle. Doumbia n'avait pas besoin de crier, de lever la voix.
La force de ces mots se trouvait dans leur simplicité, leur vérité brute. Il ouvrit à nouveau le dossier, cette fois avec un air d'indifférence calculée. Vous avez un passif, officier Rivière. Plusieurs plaintes classées sans suite. Des remarques racistes, des comportements agressifs, des bavures étouffées. Doumbia marqua une pause, comme pour peser l'impact de ces mots. Mais aujourd'hui, les choses changent. Paul sentit son coeur se serrer. Il avait entendu des rumeurs, mais là, dans le bureau de Doumbia, ces accusations devenaient des faits indiscutables. Il baissa la tête, le poids du regard de Doumbia le transperçant. Doumbia prit une profonde inspiration, puis se pencha légèrement en avant. Il posa son regard droit dans celui de Paul. Vous avez deux options, partir ou réapprendre ce qu'est le respect, la justice et le service public. Sous ma direction, la rue ne sera plus une zone de domination, mais de protection. Il n'y avait pas de haine dans les paroles de Doumbia, juste une détermination implacable. Paul savait au fond de lui que la suite de son histoire ne se jouerait pas avec des mots, mais bien avec ses actes. Et il avait bien conscience que, dans ce moment précis, son avenir au sein de la police dépendait entièrement de sa capacité à se réinventer, à changer ou à disparaître dans l'ombre de ceux qu'il avait trop longtemps méprisés. Dans les mois qui suivent l'incident qui a bouleversé sa carrière, Ibrahim Doumbia prend les rênes de la police métropolitaine avec une détermination inébranlable. Son approche est loin d'être théorique ou académique. Il met la main à la pâte. Il ne se contente pas de réformer la police à coups de décrets et de lois, il redonne à l'institution son âme en retournant sur le terrain. Doumbia parcourt les quartiers que la police a longtemps délaissés, des zones de non-droit où l'autorité semblait aussi invisible que l'espoir. Là, il écoute les habitants, les victimes de violences policières, les familles brisées par des histoires de bavures et d'injustice. Ces visites ne sont pas de simples formalités. Il prend le temps de dialoguer avec les citoyens, de connaître leur quotidien, leurs peurs et leurs ressentis face à l'institution censée les protéger. Doumbia s'entoure également d'experts pour ouvrir les yeux de ses agents. Il invite des sociologues pour aider à comprendre les racines profondes des tensions, des anciens délinquants devenus éducateurs pour transmettre les réalités du terrain, et même des mères qui ont perdu leurs enfants lors d'interpellations violentes. C'est une démarche longue et difficile, mais chaque geste a un poids. Chaque rencontre, chaque discussion, chaque formation est un pas de plus vers une réconciliation entre la police et les communautés. Pendant ce temps, Paul Rivière, autrefois un officier sûr de lui et implacable dans ses méthodes, se retrouve relégué à un poste administratif. Il passe ses journées à remplir des rapports et à archiver des dossiers, loin de l'action qu'il a toujours connue. Au début, il regarde cette période de transition avec un scepticisme mordant. Les changements qu'il observe lui semblent artificiels. Ces jeunes policiers qui manifestent un respect sincère pour les citoyens, qui prennent des décisions réfléchies, loin de l'agression qu'ils pratiquaient autrefois. Il n'arrive pas à y croire. Il les voit patrouiller, discuter avec les habitants, et il ressent une pointe d'irritation. Des idéalistes, se dit-il souvent, persuadés que la réalité du terrain allait tôt ou tard les rattraper. Mais, peu à peu, quelque chose en lui commence à changer. Il remarque que les agents ne rentrent plus dans les quartiers en armure, comme des envahisseurs, mais en acteurs d'un dialogue. Il voit les jeunes policiers plus motivés, plus investis dans leur travail. Ils ne se contentent plus de faire acte de présence. Ils veulent comprendre, aider, protéger. Paul finit par constater que les citoyens, ceux qu'il avait toujours considérés comme hostiles ou indifférents, commencent à collaborer, à parler, à apporter des informations. La tension, l'animosité qui régnait entre les quartiers et la police, se dissipe lentement, remplacée par un respect mutuel. C'était un processus long, mais les résultats étaient là. Et pourtant, Paul n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi cela fonctionnait. Un jour, alors qu'il se trouve dans la salle de repos, en train de siroter son café, Ibrahim Doumbia entre. Il est accompagné de quelques collègues, mais son regard est directement dirigé vers Paul. Ce dernier se redresse instinctivement. Une sensation étrange lui serre la poitrine. Ce n'est pas la peur, mais un sentiment de défaite douce, comme si son ancienne arrogance avait soudainement fait surface, laissant derrière elle un vide qu'il n'avait jamais connu. Ibrahim s'arrête un instant, et, sans un mot, se dirige vers la machine à café. Puis il tourne les yeux vers Paul, une lueur d'interrogation dans son regard. C'est à ce moment précis que Paul, comme si les mots lui venaient d'eux-mêmes, prend la parole, brisant le silence de la pièce. « Chef, je voulais dire, je n'avais jamais vu ce genre de respect avant, ni des citoyens,
ni entre collègues. La phrase, prononcée d'une voix légèrement hésitante, est un aveu. Ce respect, il l'avait toujours négligé, voire rejeté. C'était une idée qui lui semblait abstraite, inapplicable à la réalité du travail sur le terrain. Mais aujourd'hui, il était obligé d'admettre que ce respect n'était pas une chimère, mais une nécessité, un fondement de la relation entre la police et ceux qu'elle est censée protéger. Ibrahim le regarde un instant en silence, son expression implacable, comme si chaque mot qu'il prononçait était pesé, mesuré. Puis, enfin, il répond, d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas un miracle, Paul. C'est ce qu'on aurait toujours dû faire. Le respect n'a pas de couleur. Il commence quand on arrête de cracher sur les gens. » Ces mots, simples et directs, résonnent profondément en Paul. Ce n'est pas une accusation, c'est une vérité qui frappe son cœur comme un éclair. Il baisse les yeux, pris de honte. Pour la première fois depuis longtemps, il se rend compte qu'il a été aveugle, qu'il a toujours cru que la force, l'autorité et l'agression étaient la seule manière de maintenir l'ordre. Il réalise que le véritable pouvoir réside dans l'écoute, la dignité et le respect mutuel. 1 an plus tard, lors d'une cérémonie sobre mais marquante, les résultats du travail de Doumbia sont évidents pour tous. Un jeune agent, dans un uniforme impeccable, se tient devant l'Assemblée et lit un texte en hommage à l'évolution de la police locale. Le discours met en avant les changements profonds instaurés par Ibrahim Doumbia, la réforme des pratiques, la lutte contre les abus, la restauration de la confiance entre la police et les citoyens. Le message est clair, et la salle entière applaudit, respectant non seulement les actions de Doumbia, mais aussi sa capacité à inspirer et à transformer. Doumbia est applaudi, respecté, admiré. Ce n'est pas pour sa sévérité, mais pour sa droiture, sa capacité à remettre l'humanité et la justice au cœur de la police. Et Paul, qui est présent dans la salle, ressent une étrange satisfaction. Il a changé. Il est devenu une partie de cette transformation. Aujourd'hui, il est formateur pour la prévention des abus, et son regard sur la police n'est plus celui d'un homme dur, cynique et fermé, mais d'un homme conscient de ses erreurs et de son pouvoir de transformation. Lors de ses interventions, Paul raconte souvent cette journée où il a craché sur un homme, sans savoir qu'il venait de cracher sur l'avenir. Cette réflexion lui sert aujourd'hui de leçon. Parce qu'il sait que, parfois, c'est dans les moments les plus sombres de l'humiliation que l'on trouve le plus grand potentiel de rédemption.